Nous accueillons maintenant sur scène un candidat qui ne s'est pas fait représenter et qui vient vous rencontrer. Vous accueillez Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan est accueilli donc par Xavier Bébin de l'Institut pour la justice. Nous vous demandons vos réactions, monsieur Dupont-Aignan, sur les propositions du pacte 2012 proposées par l'Institut pour la justice. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. J'ai combien? 10 minutes, c'est ça? Vous avez 10 minutes, je saurai vous mets ma rappeler montre le timing. pour bien respecter. D'abord, je vous remercie de cette invitation. Vous savez que je vous suis depuis le départ, de manière attentive, car enfin, il y a une association qui rappelle une vérité élémentaire, centrale, qui a été oubliée depuis tant d'années. La justice est rendue au nom du peuple français. Quelle surprise! La justice est rendue au nom du peuple français. Or, en vérité, si on regarde comment fonctionne notre système judiciaire au fil du temps, la justice a oublié le peuple français dont elle tire sa légitimité. C'est ça la question clé. Alors, pourquoi suis-je ici et pourquoi je soutiens cette association, cet institut depuis le départ? Pourquoi j'ai relayé beaucoup de vos propositions? Parce que je le vis au quotidien comme maire d'une ville de banlieue depuis 17 ans. Je suis élu dans l'Essonne, maire de Hyères, pas Hyères-les-Palmiers, une ville de banlieue moyenne. Je suis député de l'Essonne depuis 1997 et je ne le ferai pas aujourd'hui parce que ce serait trop long, vous raconter des dizaines, des centaines de cas insupportables, si injustes, où les victimes sont 2 fois victimes et où les agresseurs sont toujours pleins. Alors vous connaissez tout ça, mais la question majeure, c'est pourquoi en est-on arrivé là? Et comment on peut redresser le tir? Le vrai constat, c'est l'impunité. Les délinquants savent, ils me l'ont dit, que de toute façon, ils ne risqueront rien. Entre le moment où ils seront arrêtés, s'ils ont le malheur d'être arrêtés pour eux, si l'affaire n'est pas classée, et ensuite la condamnation, ils ne risquent rien. Donc il ne faut pas s'étonner de voir l'explosion de la délinquance. Mais le grand paradoxe, c'est qu'au moment où les discours pour la sécurité se sont multipliés depuis 2002, après une période laxiste du gouvernement Jospin, eh bien, malgré ces discours laxistes, rien n'a vraiment changé. Car paradoxalement, et c'est là le problème majeur de la société française, car paradoxalement, on a voté des lois, on a multiplié les annonces, on a multiplié les discours martiaux, on va voir ce qu'on va voir, et on n'a rien vu du tout. Pire, les actes ont été, au cours du dernier quinquennat, contradictoires avec les discours. Et croyez-moi, je ne le dis pas avec plaisir, je le regrette profondément. Alors, qu'est-ce que je propose et pourquoi je pense qu'on peut y arriver à une condition, c'est de reconstruire un État régalien. Je ne parlerai pas aujourd'hui de la police et de la gendarmerie, il y a beaucoup à dire. Pour moi, il y a 3 défis devant nous. Il y a le défi d'abord des moyens. Ne faisons pas croire aux Français que l'on pourra reconstruire l'État régalien et avoir une justice rendue au nom du peuple français sans y mettre le minimum de moyens. Voilà pourquoi il était totalement contradictoire de supprimer 12 000 postes de policiers et de gendarmes alors même que leurs tâches augmentaient. Voilà pourquoi je propose, soyons concrets, de remplacer ces 12 000 postes de policiers et de gendarmes. Car s'il n'y a pas d'enquête bien faite, il n'y a pas de procédure qui tienne. Et ensuite, on voit les résultats. Je propose de construire 20 000 places. Alors vous proposez 30 000. J'ai proposé 20 000. Je ne vais pas changer parce que je suis devant chez vous. 30 000, ce serait encore mieux. Mais déjà 20 000. Et je propose, je suis le seul, à utiliser les casernes désaffectées, qui sont fermées, qui pourraient très bien être utilisées et qui coûteraient beaucoup moins cher que la construction de prisons nouvelles, notamment pour les petites peines. Je propose le rétablissement des contrôles aux frontières, notamment pour le trafic d'armes et le recrutement de 5 000 douaniers. J'ai chiffré 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros sur un total de 16 milliards. 5%, un peu plus de 5%. C'est pas si énorme. Quand on donne 50 milliards aux banques en Grèce, au Portugal et en Irlande, en 2 ans, je pense qu'on peut bien mettre 1 milliard pour la sécurité des Français. Mais j'en viens au point clé.
la politique pénale. J'ai un souvenir, je ne veux pas être long, j'ai un souvenir d'une séance, Madame Alliot-Marie était garde des Sceaux, et nous étions 3 parlementaires. Moi, non inscrit, sur mon perchoir là-haut, un député du Nouveau Centre et un député de l'UMP. Nous étions 3. Nous proposons par un amendement, à minuit, la suppression des remises de peine automatiques pour faire cesser ce scandale des prisonniers qui sont libérés à la moitié de leur peine. Spectacle ahurissant en 2009 ou 2010, je ne me souviens plus. Spectacle ahurissant, le garde des Sceaux me traite de populiste. Nous étions des députés populistes. Et appellent avec la sonnerie les députés UMP pour voter contre notre amendement, les députés socialistes, bien sûr, critiquant notre amendement comme quasiment un amendement fascisant. Voilà la réalité. Et j'ai même eu une discussion, parce que j'ai répondu à mon amie, Madame Alliot-Marie, je lui ai dit, mais comment font-ils en Allemagne? Et elle m'a répondu une phrase extraordinaire que vous retrouverez au compte-rendu. Elle m'a dit, mais comment tiendrons-nous les prisonniers s'ils ne peuvent pas sortir plus tôt? Si je comprends bien, il faut libérer les prisonniers pour être sûr de les tenir. Mais je vous jure que c'est vrai. Vous retrouverez le compte-rendu. Alors ensuite, j'ai continué. J'ai proposé cette proposition de loi 3091, janvier 2011. J'ai mis 6 mois à la faire rédiger, à me faire aider. Monsieur Bobin m'a aidé à l'époque par les services de l'Assemblée. À chaque fois que je demandais cette modification du seuil de la période de sûreté, cette suppression de la remise de peine automatique, pour qu'au moins chaque délinquant, chaque condamné fasse les 2 tiers de sa peine. 2 tiers, j'en étais pas aux 3 quarts. Je préfère les 3 quarts. Moi, j'étais à 2 tiers déjà. À chaque fois que je demandais ça au service de l'Assemblée, je me heurtais à un mur. On me disait, mais vous voulez changer tout l'ordonnancement juridique? Mais comment allez-vous faire? Et j'ai compris là comment le pouvoir politique est faible, souvent face à une bureaucratie, face à un ministère, face à des services de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui considèrent qu'on ne doit rien changer. Et cette proposition de loi, je l'ai soumise à tous mes collègues. Il y a eu quelques non-inscrits qui l'ont signée, quelques députés UMP courageux, mais je n'ai pas le sentiment que le groupe UMP ait voulu la porter. Alors je pourrais continuer. L'abrogation de la loi Dati, fondamentale, cette loi scandaleuse de novembre 2009, qui fait que les condamnés à 2 ans de prison ferme, et pour être condamné à 2 ans de prison ferme, je peux vous dire, en France, il faut avoir fait des choses graves. 2 ans de prison ferme et moins, ça passe devant le juge d'application des peines. Et en douce, sans les victimes, voilà pourquoi je suis d'accord avec votre proposition, sans les victimes, immédiatement, c'est transformé en une peine alternative. Alors je vais vous faire une révélation aujourd'hui, parce que j'ai posé une question au ministère, au garde des Sceaux. Cette question, elle date, j'ai plus la date, mais c'est tout à fait récent, 2011, il n'y avait pas la date dessus, mais je vais la retrouver. Je leur ai demandé combien de bracelets électroniques il y avait. Et j'ai demandé une question très précise. La différence entre le placement sur surveillance électronique fixe et mobile. Ah, vous ne connaissez peut-être pas. Fixe, ça veut dire qu'il n'y a aucun contrôle. Mobile, ça veut dire que c'est sérieux, comme aux États-Unis ou ailleurs, avec un système GPS. 64 000 placements sous bracelet électronique fixe, général, pardon, 64 000. Devinez combien sous vrai bracelet électronique? Devinez. 131 en 5 ans. 131. 1 pour 1000. 131 bracelets électroniques mobiles. Voilà la réalité du double discours. Alors moi, je vous demande, quand vous allez entendre tous les candidats, de leur demander pourquoi les actes ne suivent jamais les paroles. Parce que c'est facile de faire du cinéma sur la sécurité. Mais derrière, moi je veux qu'il y ait des bracelets électroniques mobiles. Mobiles, c'est-à-dire que ce soit d'une vraie surveillance. Sinon, il faut abolir la loi Dati, qui est une catastrophe. Parce que la loi Dati de 2009, c'est la loi Guigou multipliée par 2, c'est-à-dire 2 ans. 2 ans. Vous imaginez? Vous êtes condamné à 2 ans de prison ferme et dans la discrétion d'un cabinet du juge d'application des peines, on transforme la mesure en bracelet électronique. On fait croire que c'est un vrai bracelet électronique. En fait, c'est un faux. Et chez moi, dans certaines villes de ma circonscription, il y a du trafic de drogue, de gens qui ont le bracelet électronique. Je pourrais continuer et j'approuve, bien évidemment, votre mesure sur la perpétuité réelle, à peine incompressible, qui est élémentaire. J'approuve la surveillance à vie des délinquants sexuels, qui est élémentaire. Je demande de surcroît une vraie politique, et vous n'en parlez pas, pour la justice des mineurs. Car si on ne change pas la justice des mineurs, on continuera à ne jamais porter une peine sur des mineurs, ne jamais donner d'avertissement au moment où il faudrait le faire, pour les sauver. Et puis, ils commettent 10, 20, 30 délits, sans rien. Et puis, quand ils ont leur majorité, ça leur tombe dessus d'un coup. Aucune vertu éducative. C'est une catastrophe. J'ai été le seul maire de France à supprimer
les allocations facultatives de la mairie aux familles de délinquants. Et vous savez ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? C'est le préfet, représentant de l'État, qui m'a poursuivi devant le tribunal administratif. Eh oui, voilà le double discours permanent que l'on a dans notre pays. Alors je pourrais continuer ainsi, mais je voudrais conclure mon propos sur un point fondamental. Nous n'arriverons pas à changer l'état d'esprit, à voter les lois qu'il faut, à avoir les moyens nécessaires, si justement nous ne changeons pas l'état d'esprit général et s'il n'y a pas une sorte de révolution culturelle. Pour favoriser cette révolution culturelle, il n'y a qu'une solution, le référendum. La réforme judiciaire en France devra être menée par référendum, car on ne peut pas faire grève contre le peuple français. C'est la seule solution. Et à ce titre, il doit y avoir deux changements majeurs. Le premier, c'est de considérer que la victime doit être privilégiée sur le délinquant. Pour cela veut dire de signer, bien sûr, votre proposition sur l'avocat et sur l'appel par les victimes. Deuxième point, c'est d'oser dire la vérité sur le rôle de la prison. Alors, bien sûr, je préfère un pays où il n'y ait pas de prison ni délinquants. En revanche, je ne veux pas voir ce que je vois tous les jours dans nos rues, dans les rues de ma ville, dans les rues de ma circonscription, dans les rues du pays. Je ne veux pas voir des gens qui ont tabassé, qui ont parfois violé, qui ont été condamnés, qui sont sortis avant et qui menacent à nouveau. J'ai dû faire déménager en toute discrétion une de mes policières municipales parce qu'elle était en danger. Et quand elle allait se plaindre au parquet, on disait « Oh, vous exagérez ». J'ai dû la faire déménager, la faire quitter ma ville, une ville tranquille qui n'a pas une grande délinquance, une ville tranquille. Cela veut dire à quel point l'impunité règne dans notre pays. La prison est nécessaire. En revanche, pas n'importe quelle prison, pas n'importe comment, avec une proportionnalité de la peine. Un petit délit, une petite peine. Une proportionnalité pour éduquer, pour changer le comportement du délinquant, pour l'aider à se réinsérer. Voilà pourquoi il est absolument vital de mettre en œuvre le programme de construction de prisons. Vous le voyez, en quelques mots, si vous j'ai voulez bien. conclu, rassurez-vous. Mais je voudrais vous faire une observation finale. Rassurez-vous, très bref. Il faut un État régalien qui fonctionne. Il faut le reconstruire, il faut y mettre les moyens, voter les lois, j'ai tout dit. Mais il faut aussi penser à un projet de société générale. Et il n'y aura pas d'ordre non plus dans une société injuste. Et c'est par l'équilibre entre l'ordre et la justice que nous aurons la République, la vraie République, la belle République que nous aimons tous. Merci. Merci. Xavier Bébin va vous poser quelques questions certainement. Vous avez été très complet. Une question néanmoins sur la proposition 5 du pacte, peut-être la seule que vous n'avez pas évoquée. Comment comptez-vous, Monsieur Dupont-Aignan, renforcer la nécessaire connexion des magistrats avec le peuple français? Comment faire en sorte qu'ils ne soient pas déconnectés précisément de leurs préoccupations, de leurs aspirations? Comment faire en sorte que la justice rende des comptes aux citoyens? Alors, vous avez raison, je n'ai pas répondu sur l'élection du procureur. Un débat sur ce sujet, oui. Je suis partagé sur l'élection du procureur quand je vois le fonctionnement de notre pays, parfois un peu clientéliste. Je ne suis pas sûr que l'élection du procureur apporterait obligatoirement la bonne solution. Je vous le parle franchement. On peut être en désaccord, même si on est d'accord sur quasiment tout. Là-dessus, je suis plutôt sceptique. En revanche, je pense que la présence de la victime, l'appel de la victime, la publication des décisions, j'en ai pas parlé, je suis favorable à la publication des décisions de justice, à la connaissance. Je pense que le référendum devrait suffire. Voilà. J'ai pas la solution. Je suis favorable, alors je ne devrais pas le dire ce soir parce que je ne l'avais pas mis dans mon projet, mais je ne vois pas pourquoi les magistrats peuvent se syndiquer. Je n'ai toujours pas compris comment un syndicat, qui a un syndicat pour l'organisation technique, les salaires, etc., mais je ne vois pas comment un syndicat peut oser écrire qu'il n'appliquera pas les lois votées par le Parlement. Là, il y a peut-être quelque chose à faire. Pour autant, je pense
Je pense que le peuple français, grâce à des associations comme vous, va se faire entendre. Et puis j'espère que les élections servent à ça, démasquer les contrefaçons, voir les vérités, peser par le premier tour de scrutin sur les échéances. Voilà comment le peuple français peut se faire respecter. Merci. Merci, monsieur Dupont-Aignan. Merci, monsieur Dupont-Aignan. Je vous remercie. On va vous raccompagner, évidemment. Merci, monsieur le candidat, d'être venu en personne, en tout cas.